Salut à tous, c'est Jordan et on se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie donc, du film Carp in Focus. Vous avez été nombreux à réagir sur la première partie car vous avez vraiment apprécié ce concept. Vous avez été nombreux à me demander la deuxième partie, donc sans plus attendre, je vais vous la partager. Clac. Le casque. Donc on est calé sur l'image, attention, 3, 2, 1, c'est parti. En période de frai, les carpes restent assez vulnérables à la prédation. Leur agitation, parfois tout près de la berge, attire les prédateurs. Ce renard s'est montré très habile pour attraper vivante une carpe en train de frayer. Il vient enterrer son butin pour le garder en réserve. Les renards, dites-moi si vous avez déjà pu, au bord de l'eau, capturer des images d'animaux un peu spéciaux comme le renard, peut-être des chevreuils, des garennes, tout ça. Mais le renard a aussi son utilité. Lorsqu'une carpe meurt et vient s'échouer sur la berge, il joue son rôle de fossoyeur de la nature. Le renard limite ainsi les infections bactériennes des plans d'eau et des rivières. Elle est pas un peu grosse pour toi celle-là? La carpe est prédatée également sous la surface. Elle reste un maillon de la chaîne alimentaire. Dans cette chaîne alimentaire, on retrouve les silures qui sont concentrées ici, sur les brèmes qui terminent elles aussi leur frai. Dans la nature, beaucoup de rassemblements de poissons ont pour conséquence de provoquer les prédations. Les moments de frénésie de la reproduction envoient le signal d'une source de nourriture plus facile à attraper. Mais en dehors des périodes de frai, il arrive aussi que des carpes de 10 à 15 kg portent sur leurs flancs des cicatrices d'attaque de silures. Jusqu'à 10 à 15 kg. Moi personnellement j'ai déjà vu une commune de 7 kg avec plus de la moitié des écailles arrachées à l'arrière. Donc c'est la plus grosse que j'ai vue. Après c'est possible qu'il y en ait des plus grosses qui se fassent attaquer par les silures. Preuve que les relations entre ces deux poissons ne sont pas toujours aussi paisibles que l'on pourrait le penser. Inversement, si la carpe est une proie potentielle, ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'elle est aussi prédatrice. Et oui, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais la carpe mange des petits poissons. C'est souvent que les pêcheurs carnassiers arrivent à prendre justement une carpe avec un leurre. Il n'est pas rare d'observer des bancs d'alevins attaqués par des carpes à la recherche de protéines et de graisses. Les pêcheurs de carnassiers connaissent ce comportement, notamment lorsqu'ils prennent au leurre une carpe. C'est ce que je viens de dire. Pour mieux comprendre ce que mangent les carpes, Franck se prépare à plonger dans les eaux d'une autre gravière. Avant de retrouver Greg qui pêche le tombant d'un haut fond un peu plus loin. Ça j'aimerais bien pouvoir le faire, pouvoir plonger et voir dans l'eau ce que les poissons font, où ils passent, tout ça. Je sais que Younes le fait, je l'ai déjà vu sur ses vidéos, mais moi c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Franck part à la recherche de quelques-unes des formes de nourriture préférées des carpes. Les zones d'herbier sont des lieux très appréciés par les poissons pour se nourrir. Les carpes s'y sentent en sécurité. Elles trouvent une grande diversité de végétaux, de larves, d'insectes, d'alevins, de mollusques ou encore de crustacés. Cette méduse d'eau montre que nous sommes loin d'imaginer la variété des formes de vie subaquatiques capables de constituer l'alimentation d'une carpe. Des crevisses.
Ah, Franck, alors la récolte a été bonne? Ouais, bah écoute, ouais, j'ai essayé de me faire un peu plaisir, là, tu vois. Je suis allé les plonger dans une zone qui est peu profonde, là, un peu à droite de l'endroit où tu pêches. Ouais. Tu vois, donc bon, j'ai essayé de prendre des choses qui sont des choses assez classiques, par exemple, bon, des Voilà, végétaux. Les végétaux, ouais. Ouais, complètement. Elle les aime vraiment pour ce que sont les végétaux. Et puis aussi parce que c'est support de vie. Hein. C'est ça, voilà. Alors bon, il y a les débris de végétaux qui lui servent d'alimentation, comme tu le dis, et puis il y a des petits escargots d'eau douce, les fameuses petites limnées, par exemple, qui vont s'accrocher dessus. Donc voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à pêcher les herbiers, car on a vraiment toutes sortes de vies qui se mettent dedans et elles adorent ça. Des choses aussi que j'ai pu essayer de récupérer. Alors quelque chose que tu connais bien. Voilà, c'est ça. On retrouve de la corbicule. La corbicule. Alors j'en ai trouvé un peu à tous les stades. Alors tu vois déjà certaines qui sont ouvertes, qui ont été mangées. Oui. Quelques-unes qui sont relativement grosses, voire même encore un petit peu plus grosses, mais ça qui conviennent très bien à des carpes un peu plus costauds. Et puis j'ai trouvé aussi des toutes petites. Vraiment de la toute petite corbicule qu'on remettra évidemment dans le plan d'eau, hein, parce que ça c'est vraiment des juvéniles. Ce sont vraiment des juvéniles. Et ça, ces petites corbicules, ben, elles conviennent aussi à des carpes plus petites. Bon, elles ont des dents pharagiennes, hein, ce qu'on appelle, hein, ce qui sont donc vraiment des broyeurs qui sont capables de broyer sans problème des coquillages de cette taille-là. Après, il faut d'autres techniques parce qu'évidemment, une anodonte de cette taille... Comparé à la bouche, bon, ça va poser problème. Là, ça va poser problème. Donc évidemment, c'est plutôt pour des poissons plus imposants, mais les carpes, elles s'en nourrissent, elles sont capables pour certaines de les écraser, de trouver des stratégies pour pouvoir manger ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis l'autre avantage, c'est que quand on a des anodontes, comme les corbicules, comme les dressènes, tous ces coquillages-là, ils ont une particularité importante. Ouais, c'est de filtrer l'eau. Hein. Ouais, c'est ça. Ils filtrent l'eau dans des quantités vraiment énormes. Hein. Ouais, on a plein d'organismes comme ça. Bon, voilà, on ne fait pas le tour de tout ce qui existe dans l'eau. Hein. On a un échantillon. Mais c'est vrai qu'on a plein d'organismes comme la corbicule, etc., qui effectivement filtrent l'eau. Ouais. J'ai pris un des aliments préférés des carpes. Hein. Quand il y en a, elles adorent ça. Elles en sont friandes. Bon, nous aussi, on peut en être friands. Hein, c'est l'écrevisse. Hein. C'est sûr que là, bon, celle-ci, elle a une particularité. Tu as vu, elle est toute rouge. Oui, oui, c'est ça. Hein, donc bon, il y en avait d'autres. J'en ai croisé d'autres. Elles ont été plus rapides que moi quand je plongeais. Donc pour les attraper, c'était un peu compliqué. C'est la fameuse écrevisse à pattes blanches. Oui. Mais elle est protégée, celle-là. Qui est une locale, hein. Ouais, c'est une locale. Donc, alors que celle-ci, elle est invasive. C'est une espèce invasive. C'est pas une espèce autochtone. Mais bon, les carpes l'adorent autant. Hein. Et la carpe, elle est omnivore. Elle mange des végétaux, elle mange des choses carnées de façon extrêmement variée et elle est capable de s'adapter à ce qu'elle trouve dans son milieu. Elle est donc opportuniste. Hein, elle va trouver des choses qui sont très très diverses en fonction du plan d'eau, en fonction de la rivière. Et c'est pour ça que les carpes ont cette faculté de coloniser tout un tas de milieux différents. Parce que justement, la survie, ça passe par l'alimentation dans le monde animal. Et la carpe, à ce jeu-là, elle se débrouille extrêmement bien. Alors, ce qui est amusant, c'est que tu m'as dit que tu avais fait un beau poisson. Tu l'as pris dans un endroit qui a quelques similitudes avec ce que j'ai vu. Oui, complètement. En fait, là, si tu veux, je pêche un tombant. Et dans ce tombant, tu as des végétaux. Donc, tu as forcément de la nourriture naturelle qui est venue se fixer. Un tombant près d'un haut fond? Oui, exactement. En fait, tu as un haut fond et dans ce tombant de haut fond, bah, la nourriture s'accumule via les végétaux, parce qu'elle fixe justement les limnés, comme tu disais, etc. Et puis, on retrouve des écrevisses, tout un tas de choses comme ça, qui fait que bah, par cet élément naturel qui fait comme un mur un petit peu, ça vient retenir ça fait des caches pour les écrevisses. Et elle ne s'alimente pas sur le fond, tu les prends pas sur le fond. En ce moment, elle ne s'alimente pas sur le fond. Là où je plongeais, ben, c'était pareil, il y avait des petites sablettes comme ça, des petits dômes encore moins profonds, très sablonneux, avec pas grand-chose, quelques corbicules ouvertes, mais vraiment très pauvres. Et par contre, dès que tu commençais d'attaquer la pente, et ben, notamment en contrebas de pente, bah, tu trouvais des plantes aquatiques en grande quantité, en masse, et puis bien sûr, bah, derrière, tu trouves tout ce qu'il y a à récolter qui va bien. Et voilà encore une bonne raison de pêcher toutes les différences de fond, car par rapport aux périodes, elles peuvent être sur le haut fond, elles peuvent être dans le contrebas, elles peuvent être un peu partout, donc ne pas hésiter à chercher les poissons. Effectivement, et donc du coup, voilà, c'est au fond, ça dépend des conditions, et en ce moment, elles n'y sont pas, elles s'alimentent du moins dans le tombant.
Cette pêche dans le tombant du haut fond a permis à Greg de prendre un poisson d'exception. Une carpe hors norme, tant sa forme parfaite que par la puissance qu'elle dégage. Une carpe immense, passant la barre des 30 kilos. Les connaissances de Greg sur le comportement de la carpe lui ont permis de mettre en place une stratégie qui l'emmène ici, au-delà de ses rêves. Ce fiche. Énorme. On est parti. Donc tu nous emmènes où là? Eh bien écoute, on va partir du haut fond. D'accord. Tu sais que j'avais les touches. Donc Ouais. j'ai eu les touches dans le bas du haut fond, c'est-à-dire dans la descente. D'accord. Et en fait, on va essayer de continuer. On va continuer d'avancer dans la pente. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai constaté que les poissons se situaient à peu près dans 8 mètres d'eau en pleine journée. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont rassemblés en bancs et ils sont à peu près dans cette profondeur-là, quoi, à peu près 8 mètres. Donc tu vois, là, je vais essayer de mettre en place une technique qui est un peu différente de ce qu'on connaît d'habitude, parce que là, ça, c'est un drone, mais en fait, un drone subaquatique. Ouais, Donc, je vais positionner ça. C'est ouf, c'est drôle. Là, tu vois, on va le faire s'enfoncer. Donc en fait, il est en train de prendre de la profondeur. Ok, donc là, il prend la direction des 8 mètres. Et hein. en fait, ce qui est absolument magique, c'est que tu vois, on peut suivre les poissons. Tu vois, il y a les premières qui apparaissent. Et tu vois, ça, c'est vraiment ce que tu disais, c'est-à-dire que les poissons, en fait, ils sont complètement regroupés. Il y a du bois dans le fond. Hein. Ah oui, Regarde, tu vois, on voit bien. avec des poissons qui passent un peu dans toutes les directions. Et c'est la même réaction qu'avec la caméra quand elle était restée en filaire. Oui, quand tu avais immergé la caméra, effectivement. Hein. Les poissons venaient souvent Ouais. dès le début. Ben là, c'est exactement pareil. Les carpes voient qu'il y a quelque chose qui se passe. On n'a pas été là par hasard, Voilà. mais c'est quand même toujours assez bluffant de constater ces poissons. Là, après quelques secondes d'immersion, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des poissons sous le bateau. Et c'est en grande profondeur, mais ces rassemblements-là, moi je vois par exemple en gravière, je les ai déjà observés des fois très près de la berge, ou pareil, de façon presque agglutinée. T'as des rassemblements de 8, 10, 15 poissons. Ouais, sur une surface qui est très très petite. Et c'est toujours assez incroyable de voir ça. Des fois, on se dit, il n'y a aucune activité, on voit rien, on voit pas de seau, on voit pas de bouillon, on voit rien de tout ça. Puis en fait, tu t'aperçois, des fois par une observation un peu accrue, que tu as des poissons qui sont vraiment à tout touche sur un petit périmètre. Et puis des fois en Ouais, profondeur. ça permet vraiment de mieux comprendre aussi le comportement grégaire de la carpe, qui a cette tendance à Ouais, justement c'est vivre exactement en ça. En ce moment, il doit y avoir un taux d'oxygène qui leur convient et une température idéale pour qu'elles se retrouvent là, si tu veux, en pleine On journée. appelle ça la thermocline. Elles ont tendance à venir se rassembler sur 8 mètres, mais sur la même gravière, je les ai déjà vues se rassembler sous des branches, à la surface. Donc, si tu veux, ça dépend un petit peu des moments, ça dépend un petit peu des conditions et de ce qu'elles ont aussi envie. Et d'ailleurs, en parlant de couches d'eau, dans les plus profondes où tu as pris un poisson et où tu sais qu'il est possible de prendre une carpe, Moi, si tu veux, ça m'est déjà arrivé de prendre des poissons dans quasiment 20 mètres. Et proche de moi, j'ai déjà vu des poissons se prendre dans 25 mètres. Par forte chaleur, on pourrait croire que les carpes ne s'alimentent pas, ou peu. Mais cette idée reçue est loin de la réalité. Quelques jours plus tard, Greg a rejoint Yann pour pratiquer une technique inhabituelle pour pêcher ce poisson et qui permet de mieux comprendre comment les carpes s'alimentent en surface. Eh oui, elle se pêche aussi en surface. Que ça soit avec du pain ou autre chose. C'est pareil, cette technique de pêche en surface, je vais essayer de vous faire au moins une vidéo dessus cet été. Mais moi je vais la pêcher avec des bulles d'eau. J'ai pu acheter des bulles d'eau cette année. Et du coup je vais essayer de capturer un ou deux poissons de cette manière. Je sens bien que c'est un peu plus costaud. Déjà, j'ai beaucoup moins, oh là là, j'ai beaucoup moins de coups de tête. Oh.
On l'a, ce poisson de beau calibre, là, Yann. Excellent. Bon, c'est pas un poisson monstrueux dans le sens où il n'y en a pas dans le plan. Non, mais bon, c'est Par contre, ça fait partie des beaux poissons qu'il y a sur ce plan d'eau. Hein. Ça va quand même. Ah ouais. Ah, trop joli. Ça va quand même. Ah, il est vraiment très joli. Très beau poisson. Bon, Yann, on est ici pour essayer d'anéantir un petit peu une idée reçue, hein, qui est que la carpe se nourrit essentiellement au fond. C'est souvent quelque chose que l'on entend et qu'on voit aussi au bord de l'eau, puisque souvent les pêcheurs de carpe pêchent les carpes à fond. Bon, on peut être tenté de le croire quand on regarde un petit peu l'anatomie d'une carpe. Effectivement, c'est un poisson type fouisseur avec la bouche orientée vers le bas. Mais on se rend bien compte aussi que c'est un poisson qui est opportuniste. C'est un poisson qu'on va pouvoir, malgré l'inertie que tu soulignes, retrouver dans différentes couches d'eau. Que ce soit sur le fond, entre deux eaux comme pour les pêches aux zigues, ou aussi en surface. En surface, alors pour plusieurs raisons. Hein. Déjà d'un point de vue de la météo, c'est-à-dire que quand il y a un rayon de soleil, elles aiment se trouver en surface, et puis elles peuvent y trouver aussi à manger. Hein. Ici, voilà, j'ai la boîte dans laquelle j'ai toutes les mouches que j'utilise pour pêcher en surface. Des imitations de pain, mais aussi des imitations de pellets. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, si on veut que la carpe prenne bien la mouche et ne la refuse pas, parce qu'elle pourrait très bien monter, se rendre compte du subterfuge au dernier moment et repartir, il faut que notre mouche soit de taille identique à l'amorçage. Il faut qu'elle soit de couleur identique, mais aussi de densité identique. Parce que la carpe va exercer un certain effort pour pouvoir absorber notre pellet. Si elle exerce un effort trop important ou moins important pour absorber notre mouche, il va y avoir un phénomène soit de refus, ou alors elles vont complètement les bouder. Oui, là, il faut vraiment un mimétisme tant dans son action. Exactement. Que dans son visuel. Hein. Exactement. Bah, là puisqu'on est à proximité de la surface, les différents sens sont activés. Hein. Ça va être effectivement la vue, tout ce qui va être autour de la bouche, donc à savoir les capteurs, les récepteurs, l'aspiration, etc. Tout est activé. Ça, c'est un comportement qu'on retrouve naturellement. Et puis, on a aussi ce que nous, pêcheurs, on induit. C'est-à-dire qu'on crée des conditionnements qui peuvent être négatifs, mais qui peuvent être aussi positifs. Hein, puisque par l'amorçage, là, comme tu es en train de faire, hein, elles associent le bruit, elles associent tout un tas de choses à l'alimentation. Donc il faut que ça soit un petit peu comme si ça devenait un petit peu naturel. Hein. C'est en fait ce qu'on appelle le réflexe de Pavlov. C'est ça. C'est en fait conditionnement pavlovien. Hein. Le meilleur exemple, c'est l'aquarium. Quand on va donner de l'alimentation ou des paillettes à des poissons d'aquarium et puis qu'on leur tapote avec le doigt sur le carreau, au début, tout le monde est un petit peu terrifié. Et après, ne serait-ce que de taper un petit peu, tous les poissons sont montés alors qu'il n'y a pas d'alimentation. Voilà, elles se sont habituées. C'est assimiler un comportement, justement, de la nourriture. C'est pour ça qu'aussi, je ne sais pas si vous le faites, mais j'ai pu remarquer que ce soit en étang ou en rivière, quand on fait des grosses sessions sur plusieurs jours, d'amorcer tout le temps à la même heure, planifie entre guillemets les carpes à des départs pendant l'amorçage. C'est-à-dire quand, admettons, j'amorce à midi, et ben, au fur et à mesure des jours, je sais que quand je vais ramorcer à midi, je vais avoir des départs tout de suite derrière parce qu'elles sont là et elles vont attendre la nourriture. Ces dernières chaleurs de l'été nous rappellent que les carpes ont une température corporelle qui évolue en fonction de la température de l'eau. Elles mettent donc en place des stratégies de thermorégulation, comme ici, en se rassemblant dans la couche d'eau la plus chaude de la gravière. Là. Belle coille en surface. Ce banc de carpe trouve ici du confort en restant juste sous la surface. Les poissons bougent peu, dans cette couche d'eau sous un plein soleil. Cette thermorégulation amène donc les carpes à changer de température corporelle en fonction des variations de température. Avec les changements de lune, par exemple, le temps évolue et l'attitude des carpes également. Un autre comportement est lui aussi tributaire du refroidissement ou du réchauffement de l'eau, mais aussi des changements de pression atmosphérique. Ce sont les sauts de carpe. Franck a photographié et filmé des dizaines de carpes bondissant hors de l'eau. Il va nous entraîner dans ses pas pour nous guider dans la compréhension de ces sauts et nous montrer comment il s'y prend pour les filmer. Il y a des plans d'eau qui ont l'habitude de voir les carpes se manifester en surface et puis il y a d'autres endroits où malheureusement les carpes sautent pratiquement jamais.
Alors là, on a la chance d'être dans un endroit qui est plutôt un plan d'eau sauteur. Évidemment, ça facilite les choses pour pouvoir filmer des poissons. Alors là, on a un poisson justement qui saute sur la droite, que j'essaye d'aligner. Et bien sûr, c'est à côté, elle ressaute et elle est hors champ. Donc voilà, même dans les endroits où ça saute un peu plus, eh bien, on pourrait se dire que c'est facile. Mais bon, en fait, c'est pas si facile que ça. L'art est difficile de mettre dans l'axe la caméra et le poisson, surtout avec un téléobjectif un peu puissant. Ben forcément, le champ de vision, il est extrêmement restreint. Eh bien, il faut aussi un peu de réussite et puis deviner dans quel sens saute la carpe, dans quel sens elle se déplace pour essayer d'anticiper ce déplacement et qu'avec le téléobjectif, on soit voilà, exactement à l'endroit où elle remonte. Alors, il y a toujours beaucoup d'hypothèses qui circulent sur les explications qui peuvent être données au saut de carpe. Et il y a des hypothèses qui sont, à mon sens, un peu farfelues. Il y en a notamment une dont on entend souvent parler, c'est que la carpe sauterait pour se débarrasser de parasites qu'elle aurait sur le corps ou sur les branchies. À mon sens, c'est très peu probable, d'abord parce que ces parasites-là sont vraiment fixés sur le corps de la carpe, et donc c'est pas en sautant, il n'y a pas de pression suffisante pour pouvoir que le poisson se débarrasse de ces parasites. Et s'il veut le faire, il a plutôt tendance, et ça je l'ai déjà observé en subaquatique avec des poissons qui vont venir se frotter sur le flanc et sur le fond pour vraiment pouvoir enlever ce qu'ils ont sur le corps. Dans les autres explications, il y a aussi le fait que la carpe sauterait pour un dégazage, notamment lié à la digestion, des gaz qui s'accumuleraient dans l'estomac et qui seraient ainsi évacués. Alors ça aussi, ça me paraît peu probable, encore qu'il y a peut-être un fond de vérité autour de ça, c'est-à-dire que la vessie natatoire, elle est reliée avec l'œsophage par un canal, un petit canal pneumatique, qui permet justement à la carpe de réguler cette pression dans la vessie natatoire. C'est cette vessie qui lui permet de naviguer avec aisance, plutôt en surface, entre deux eaux ou en profondeur. Donc il est possible que ça ait une influence. Dans les autres explications, c'est certainement aussi une explication liée à la communication. On a déjà vu tout au long de la saison que les carpes, elles étaient capables de communiquer entre elles. Elles étaient tout à fait conscientes de la présence de congénères autour d'elles. Donc ça, c'est peut-être lié à cette raison-là, c'est-à-dire qu'en sautant, elles emmènent forcément des ondes qui se propagent dans l'eau, et ces ondes arrivent à d'autres poissons. L'explication, elle est sûrement beaucoup plus liée à la nourriture. Une année est passée à aller à la rencontre des carpes. Ce poisson a su rassembler pêcheurs et cinéastes dans une quête sans fin, qui ne trouvera qu'une conclusion partielle pour ces deux passionnés. Ça va, Greg? Bon alors, Franck, t'as réussi à immortaliser quelques sauts? Bah écoute, ouais, quelques-uns, malgré la saison, toi, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'on est aux portes de l'hiver. Mais bon, un petit peu. Et toi, ça donnait? Oui, carrément, ouais. J'ai fait quelques poissons. Donc c'est vrai que c'est assez incroyable pour la saison, pour ce mois de décembre. Hein. Bon, tu me payes un café? Allez. Tu vois, on disait que l'activité alimentaire était vraiment incroyable pour un mois de décembre. Ouais, les températures sont d'une douceur époustouflante. Et je me suis replongé dans quelques photos et tu vois, là j'ai un poisson pris sous la neige en plein mois de décembre. C'était la même période. Même période, alors que là en ce moment on a 12-13 degrés. Bah oui, 12-13 degrés, tu vois, ce qui explique un temps de digestion court et qui explique complètement une activité alimentaire incroyable pour la saison. Ouais, c'est pour ça que je les filme aussi en train de sauter, elles sont actives, les températures sont douces, alors que là, ça ne devait pas être tout à fait la même paire de manches. Non, là, pour donner un ordre d'idée, poisson pris, eau à 3 degrés. Prise, cette température prise au fond de l'eau. Exactement. D'accord. Donc c'est certainement, probablement la température la plus basse où on peut prendre une carpe à ton Oui, après, bon, tout est faisable, hein, on a pu le voir, hein, on a pu le constater, mais bon, après, ça devient vraiment compliqué. D'accord, et ce qui prouve en tout cas que cette histoire dont on parlait quand on se rencontrait au bord de la Gravière en disant les carpes s'envasent et on les voit plus bouger du tout pendant l'hiver, bah, ça c'est une belle idée reçue parce que ça prouve par cette image déjà que c'est pas le cas. Bah complètement.
Bon, en tout cas, on n'aura pas fait le tour peut-être de tout ce poisson parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais bon, on aura relevé quand même quelques beaux challenges. Oui, on aura quand même vu beaucoup de comportements. On aura essayé de donner beaucoup d'explications, même si on n'aura pas donné toutes les explications, et tant mieux. Et en tout cas, peut-être que le maître mot qu'on peut relever par rapport à tout ce parcours pour essayer de comprendre la carpe, c'est qu'il faut rester humble. On reste à notre place d'humain. Elle est pleinement dans son milieu, et c'est bien comme ça. Et voilà, donc vous avez pu voir la deuxième partie donc, du film. On a pu apprendre encore quelques trucs. Si vous voulez des autres épisodes avec d'autres films que je dois avoir en stock, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas toujours à vous abonner, à lâcher un petit pouce pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Et en attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine session.